Chronique de Mitsu de ce mardi 27 janvier 2026. Voici les lignes de train de Tokyo les plus prisées par les habitants. J'ai trouvé ça très intéressant parce que Tokyo est une ville immense. Et donc, elle est traversée par beaucoup de lignes de train. Et il y a un petit peu cette discussion qu'on a souvent, qu'on a avec des Japonais, sur quelle ligne tu habites. Plus que de dire à quelle station, on va souvent dire t'habites quelle ligne. Et donc, il y a ce questionnement de quelles sont les meilleures lignes de train sur lesquelles habiter quand vous êtes à Tokyo. Et je me suis dit, de 1, c'est intéressant d'avoir l'avis des gens, mais de 2, ça pourrait peut-être vous aider aussi. Si jamais vous avez envie d'emménager au Japon, de se dire où est-ce que j'habite, c'est quoi les lignes les plus sympas, c'est quoi le meilleur endroit pour emménager au final. Alors vous allez voir, j'ai pré-shot un petit peu, j'ai regardé un petit peu, je suis pas 100% d'accord avec ce classement, mais on va le lire et on va en débattre un petit peu ensemble. Donc c'est parti. Les lignes de train de Tokyo les plus prisées par les habitants. Dans la région de Tokyo, très bien desservie par le train, la commodité est ce qui compte le plus pour les futurs résidents. Tokyo est l'une des villes les plus peuplées au monde et face au prix exorbitant des logements, ça je suis pas d'accord, les moyens de transport pour se rendre au travail deviennent un facteur déterminant dans le choix de son lieu de résidence. Comme l'ont montré des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment celles où des personnes sont littéralement bousculées dans les trains bondés par les personnels de gare, une grande partie des Tokyoïtes se déplacent en train. Il est donc judicieux de choisir son futur logement en fonction de la ligne de train la plus pratique. Ça, je suis d'accord. Moi, par exemple, j'ai 2 lignes qui passent à côté de chez moi. Il y a la Inokashira-sen, donc la ligne Inokashira et la ligne Keio. Et bien la Keio, les gens se détruisent dessus, alors que la Inokashira, elle est chill de malade. Donc s'il y en a une à choisir, pour moi déjà, il y a Inokashira, tu vois. Une enquête nationale menée par Fudosan Toshinomori, société d'investissement immobilier spécialisée dans les placements à haut rendement dans des biens vacants et anciens, a interrogé 491 personnes sur la ligne de train la plus agréable à vivre dans la région du Grand Tokyo, ainsi que sur les critères les plus importants à leurs yeux. Et voici donc le top 5. La ligne dont Mitsu a le plus besoin pour aller à Shibuya. Il y en a beaucoup de lignes pour aller à Shibuya, mais effectivement, c'est un point extrêmement important. La meilleure musique d'ambiance aussi, c'est vrai, mais on y va. En 5e, ex-aequo avec le 4e, la ligne Marunouchi, qui est donc une ligne de métro, qui a été choisie par 3,7% des répondants. Donc 5e, mais pas grand-chose, quoi. Appréciée pour sa facilité d'accès à la gare de Tokyo et au Shinkansen, sa fréquentation relativement faible et son image prestigieuse, la ligne Marunouchi du métro Tokyo dessert plusieurs nœuds de transport importants, dont la gare de Shinjuku, et se connecte également au stade de baseball, parc d'attractions du Tokyo Dome, et au quartier commerçant haut de gamme de Ginza. La gare de Tokyo est desservie par de nombreuses lignes de train, voilà. Donc là, on a d'abord la Marunouchi. Alors la Marunouchi, je dirais... Il y a la praticité. C'est vrai qu'il y a le côté pratique où ça dessert pas mal de choses, mais elle est pratique sur les lieux qu'elle dessert, pas dans sa... Quand tu l'utilises, elle est chiante, la Marunouchi, je trouve. Elle est un petit peu chiante. C'est pour ça que je l'aurais pas mis au-dessus. Mais Marunouchi, à la limite, pourquoi pas. Elle traverse un peu tout Tokyo en vrai, la Marunouchi, et c'est vrai qu'elle dessert pas mal de gares qui sont des gares assez centrales. Donc si tu habites quelque part sur la Marunouchi, la praticité c'est de pouvoir te rendre facilement à Shinjuku, etc. Et donc de pouvoir changer facilement de train. Ça, c'est vrai que ça peut être assez pratique. On continue. Donc 5 ex-aequo, ok. On a la ligne Keihin Tohoku. Ah, c'est intéressant. Populaire grâce à ses nombreuses gares de correspondance importantes, donc un petit peu comme la Marunouchi, comme Tokyo, Yokohama, Akabane, Nippori, Omiya, à des coûts de logement légèrement inférieurs à ceux de la ligne Yamanote. La ligne JR Keihin Tohoku est idéale pour ceux qui souhaitent explorer les environs de Tokyo tout en conservant cet axe vital vers le cœur de la ville. En soi, j'ai pas grand-chose. C'est pas une ligne sur laquelle j'ai personnellement habité. Effectivement, elle dessert pas mal de choses. Je sais pas à quel point elle est vraiment pratique, mais à la limite, pourquoi pas. Moi, c'est plus pour la suite que je suis pas très très d'accord. Ouais, non, mais vous allez voir, la Yamanote... Ouais, moi je suis pas d'accord avec la Yamanote, mais on y vient. Donc ensuite, en 4e,
Nous avons la Dentoshi. Let's go! C'est là où je suis pas très d'accord, parce que 4 pour la Dentoshi, alors que la Dentoshi c'est peut-être une des meilleures lignes qu'on a. Waouh! Appréciée pour son ambiance paisible de banlieue, sa liaison directe avec Shibuya, son service de train fréquent et sa réputation de grande courtoisie, la ligne de Tokyu Dentoshi s'étend à l'ouest de Tokyo, vous faisant passer devant des endroits comme les restaurants KFC à volonté. On s'en fout de ça. Je m'en fous. C'est pas ça. Mais tu veux vendre la Dentoshi, c'est pas ça qu'il faut dire. La Dentoshi, qu'est-ce qui fait que la Dentoshi c'est incroyable, mesdames et messieurs? La Dentoshi en soi, elle est située à partir de Shibuya et elle va jusqu'à en gros elle va jusqu'à Kanagawa, parce que pour rester sur Shibuya, pour rester sur Tokyo, elle fait Shibuya pardon, et à partir de Shibuya en fait elle descend vers le sud et elle va jusqu'à Futako Tamagawa. Et entre Shibuya et Futako Tamagawa, il n'y a aucune gare à jeter. Aucune gare à jeter. Elles sont toutes trop bien. C'est-à-dire qu'on a... donc à partir de Shibuya, on a Shibuya. Juste après, on a Ikejiri-Ohashi. C'est là où il y a mon agence, par exemple. Petit quartier très sympa avec pas mal de petits trucs. Mais c'est surtout la gare d'après qui est intéressante, parce qu'on a Sangenjaya. Sangenjaya, c'est magnifique. Sangenjaya, c'est là que vous avez Game Freaks. C'est là que sont fabriqués les jeux Pokémon. Vous avez plein de... Vous avez plein de petits restaurants, plein de petits bars, c'est incroyable, vraiment vivre là c'est top, vous êtes à côté de tout, il y a une ambiance ultra chill, c'est incroyable. Sangenjaya, un des meilleurs quartiers, j'ai habité là-bas une époque, c'était fou furieux. Ensuite vous allez avoir Komazawa Daigaku avec son immense parc, le Komazawa Koen. Vous avez un parc presque olympique, c'est plein de petites maisons qui sont vraiment pas trop chères. Après vous avez quoi? Vous avez Sakuramachi, vous avez Yoga, vous avez Futako Tamagawa, qui est donc là où j'ai tourné mon fameux clip justement de The End. J'habitais juste à côté avant. Futako Tamagawa, qui aujourd'hui, ils ont construit tout un complexe dessus qui est incroyable. Il n'y a aucune gare à jeter sur la Dentoshi. Aucune. Et vraiment, c'est tellement, chaque gare, c'est tellement des endroits où vous pouvez faire plein de choses, des endroits qui sont chill à vivre. Je trouve la Dentoshi incroyable. Il peut y avoir un petit peu de monde parfois sur les heures vraiment où il y a beaucoup de gens, parce que comme elle va jusqu'à Kanagawa, il y a des gens qui viennent de Kanagawa pour aller travailler dans le centre et qui prennent cette gare-là. Donc parfois si vous prenez le rapide de la Dentoshi, ça peut arriver effectivement qu'il y ait un petit peu de monde. Mais en vrai, je trouve la ligne Dentoshi incroyable et pour moi, elle rentre dans le top 3 et elle n'est pas 3e, quoi. Voilà. Yoyogi, c'est pas mal. Alors, Yoyogi, c'est grand et t'as beaucoup de gares autour de Yoyogi. Donc, ça dépend où est-ce que t'es. Est-ce que t'as Yoyogi, t'as Yoyogi Uehara, t'as Yoyogi Hachiman. T'as beaucoup de gares autour de Yoyogi. Mais donc, on continue. Donc, nous avons la Dentoshi qui est placée 4e ici. Moi, je l'aurais placée beaucoup plus haut dans le classement. Mais on continue. Nous avons la Toyoko et je suis totalement d'accord. Toyoko 3e. Ça me va. La ligne Toyoko, elle est incroyable. Elle relie Shibuya. Est-ce que Shibuya est un élément important pour moi? Tout à fait. Shibuya jusqu'à Tokyo, la ville de Yokohama, dans la préfecture voisine de Kanagawa, réputée pour son paysage urbain sophistiqué, son image élégante, ce qui fait de cette ligne un choix idéal par contre. J'arrive plus à parler, je suis désolé. Un choix idéal pour quiconque souhaite fréquenter les deux villes. C'est encore mieux que ça. La Toyoko, ce qu'il y a d'incroyable, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, elle a été reliée à d'autres lignes. La Toyoko, elle est reliée à la Fukutoshin qui traverse tout Tokyo, qui remonte jusqu'à Ikebukuro. Et à partir de Ikebukuro, la ligne continue sur la ligne Ikebukuro. Donc en gros, vous avez une seule ligne qui part de Saitama, qui va jusqu'à Ikebukuro, qui descend en tant que Fukutoshin, donc ligne Fukutoshin jusqu'à Shibuya, et à partir de Shibuya, ça devient la Toyoko, ce qui nous intéresse ici, la Toyoko sur laquelle on dessert des quartiers comme Daikanyama, super Daikanyama, c'est vraiment un très très bon quartier, on a Yutenji, on a Nakameguro, c'est là où ma fille elle est née, Nakameguro, incroyable, et ça bouge jusqu'à Yokohama, c'est top, quand vous êtes sur cette ligne-là, vous pouvez aller de Yokohama jusqu'à Saitama en une seule ligne, sans changer de train. C'est absolument génial. Et moi, à l'époque où j'habitais du côté de Nerima, j'habitais à Nakamurabashi, j'avais
à l'époque la Ikebukuro-sen qui passait. Et quand j'avais besoin d'aller travailler à Shinjuku, quand j'avais besoin d'aller à Shibuya, j'avais cette ligne-là qui me faisait traverser tout Tokyo et qui m'amenait directement à Shibuya. C'est génial. Vraiment, pour moi, la Toyoko, elle est 3e. Franchement, ça me va. 3e, ça me va. Par contre, moi, j'aurais mis la Dentoshi 2e, par exemple, tu vois. Bonjour, bonjour. Ahmet, comment vas-tu? Ensuite, ils mettent en 2e la Chuo. Et wow, ça, tu sens que c'est les salaryman qui ont répondu, quoi. La Chuo, alors, la Chuo, bon, on va lire. Je vais donner mon avis après. Appréciée pour son accès facile au centre de Tokyo, l'abondance de ses quartiers attrayants et son atmosphère résidentielle calme, la ligne JR Chuo relie les grandes gares de Tokyo-Shinjuku avant de s'étendre à l'ouest du centre-ville en passant par Nakano, qui abrite Nakano Broadway, un complexe commercial contenant de nombreux magasins de produits dérivés d'anime et d'idol, et en direction de zones plus rurales comme la destination de randonnée populaire du mont Takao. Alors c'est vrai que la Chuo, elle va de la gare de Tokyo, elle traverse... En fait, Chuo, ça signifie centre, si vous voulez. Donc c'est la ligne qui traverse le centre de Tokyo. Donc elle va d'est en ouest en traversant le centre de Tokyo. Donc vous avez Tokyo, ça va à Shinjuku et ensuite ça continue sur Nakano et ça avance jusqu'à effectivement le mont Takao. Mais en tant que ligne, je la trouve chiante en fait à prendre. Elle est toujours blindaxe parce que justement, comme elle dessert des quartiers qui sont des quartiers où beaucoup de gens vont travailler, elle est tout le temps blindaxe cette ligne, quoi. Moi, je kiffe pas du tout la prendre. En plus de ça, t'as la Chuo rapide qui n'est pas la même que la Chuo normale. C'est-à-dire que t'as la jaune, t'as la rouge. Et moi, je trouve qu'elle est bordélique cette ligne, quoi. Elle peut être pratique, mais pour t'installer, pour vivre, à moins que t'aies un boulot qui te nécessite d'aller sur... Moi, je la trouve chiante, la Chuo. Je l'aurais jamais mis en 2e. Pour moi, c'est clairement des salaryman qui ont répondu en majorité. La Chuo Sobu. Mais ouais, je l'aurais jamais mis en 2e, la Chuo. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est pas... Je conseille pas aux gens d'aller vivre sur... À la limite du côté ouest. Si on va du côté de Nakano, de Koenji, c'est des quartiers qui sont très prisés par des jeunes, par des étrangers. T'as pas mal de jeunes étrangers qui viennent du côté de Koenji, Nakano, parce que c'est des quartiers qui sont pas très chers au niveau des loyers. C'est des quartiers où il y a beaucoup de bars, de restaurants, de buvettes. Donc c'est des quartiers qui sont assez connus justement. Il y a un gros mix culturel de ce côté-là de Tokyo. Donc à la limite, mais... Ouais, c'est clairement pas une ligne que moi je considère incroyable. Enfin, j'aurais jamais mis 2e. 4e, 5e, pourquoi pas, mais 2e, jamais, tu vois. Nakameguro Shinamachi, alors c'est cher. C'est cher. D'ailleurs, c'est 2 extrêmes, hein, Nakameguro Shinamachi. Mais Shinamachi, c'est à côté d'Ikebukuro et Nakameguro, bah, c'est à côté de Meguro et de Shibuya et de... Ikejiri Orashi justement, où j'ai mon agence. Mais c'est des quartiers qui sont... Shinamachi à la limite, c'est chill, mais directement à côté d'Ikebukuro, pourquoi pas. Nakameguro, c'est très sympa, mais c'est cher. C'est le seul gros point négatif, c'est que c'est cher. Si t'as les moyens, c'est cool. Alors c'est un super quartier Nakameguro. Hein. Franchement, c'est top du top. Mais il faut avoir la moula, quoi. Ensuite, ligne 1. La Yamanote. Il y a 19,3% qui ont répondu la Yamanote. C'est tellement la réponse évidente, mais que je trouve tellement basico-basique, quoi. Loué pour sa flexibilité, son confort inégalé. Confort, ça dépend. Hein ? Le confort, c'est 30 minutes par jour quand elle n'est pas complètement remplie, parce que tout le monde prend la Yamanote. Son excellente qualité de vie, la ligne JR Yamanote occupe une place de choix. C'est une ligne circulaire qui traverse le cœur des quartiers les plus animés de la ville. Les principaux quartiers commerçants de Shinjuku, Shibuya et Ikebukuro, le paradis des loisirs d'Akihabara, Ueno. Alors oui, c'est le truc de la Yamanote, c'est qu'elle traverse toute la ville. Donc tous les plus gros quartiers sont traversés par la Yamanote. C'est vrai que c'est pratique. Après, tu ne vas pas dans tous les gros quartiers tout le temps. Moi, j'ai habité à Gotanda sur la Yamanote, j'ai habité à Shibuya sur la Yamanote, j'ai habité à Shinjuku sur la Yamanote. Je faisais jamais le tour, en fait. Tu vois, toujours à peu près au même quartier. Et juste, moi, je la trouve chiante. En fait, le truc, c'est comme tout le monde l'utilise,
et ben elle est tout le temps bondée, quoi. Il y a tout le temps plein de gens dedans. Et c'est facilement tu te retrouves debout en fait quand tu vas dans la Yamanote, sauf si tu sors des horaires justement où il y a beaucoup de gens. Son confort inégalé, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Par exemple, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas la Inokashira nulle part. La Inokashira qui est à côté de chez moi, pour le coup, elle est jolie. Elle va jusqu'à Kichijoji en passant par le parc de Inokashira, qui est un des plus beaux parcs de Tokyo. Pour le coup, il n'y a pas trop de gens dedans. Elle est vraiment confortable. C'est fou qu'elle se retrouve nulle part, la Inokashira, dans ce top 5. Et le confort inégalé de la Yamanote, mais lol, quoi. Moi, je trouve vraiment pas. Elle est pratique quand vraiment t'as besoin d'aller à un endroit et t'as pas envie de te poser la question, vas-y, quelle ligne. Non, bah voilà, tu sais que les gros quartiers, ils sont desservis par la Yamanote, c'est pratique. Mais alors pour vivre, je la conseille vraiment pas. Hein. Enfin, ce sera jamais mon premier choix, quoi. Top 3 des parcs à Tokyo. Top 3 des parcs à Tokyo. Top 3. Alors attends, parce que je veux pas dire de... J'ai mon 2, j'ai mon 1. Le 3, je réfléchis. Le 3, il se bat un petit peu. Ouais, peut-être Ueno quand même. Hein. Peut-être Ueno. J'irai top 3 Ueno, top 2 Shinjuku Gyoen, top 1 Inokashira. C'est mon avis à moi. Il y en a un payant dans le lot. Le Shinjuku Gyoen, il est payant. Les deux autres ne le sont pas. Mais ouais, je dirais Ueno, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as beaucoup de musées autour. Il est très grand, tu as beaucoup de musées, tu as un petit lac. Tu peux faire pas mal de choses sur le lac, il y a souvent des petits yataï et tout. C'est très sympa Ueno. Le Shinjuku Gyoen, il est juste très beau. Il est juste très très beau parce que comme il est payant, il est très bien entretenu et donc il est très joli. Et tu as vraiment une comment on pourrait dire, tu as beaucoup d'espaces différents. T'as un espace très japonais, t'as un espace très occidental, et puis il est bien entretenu. T'as même toute une zone avec une serre dans laquelle vous pouvez voir plein de plantes, certaines endémiques du Japon, etc. Donc très sympa Shinjuku Gyoen. Et le Inokashira, alors là c'est juste moi-même. Je trouve que c'est un des plus jolis parcs de Tokyo avec son immense étang au milieu. Et je sais pas, je trouve l'ambiance du Inokashira, elle est tellement chill, elle est tellement paisible. C'est vraiment un des parcs où je préfère personnellement aller. Mais là, pour le coup, c'est vraiment purement personnel. Ton préféré dans les alentours de Tokyo, c'est celui du musée Ghibli. Ouais, c'est celui-là. Ça, c'est le Inokashira pour le coup. Mais donc voilà, qu'est-ce que ça dit ensuite ? L'analyse des résultats montre clairement que les lignes reliant directement les gares, terminus et pôles de correspondance permettant des déplacements rapides entre les principaux centres urbains sont très prisés. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup de salaryman et de gens qui se déplacent beaucoup qui ont répondu. Par ailleurs, les lignes reliant le centre-ville à la banlieue, telles que la ligne Keihin-Toroku, la ligne Den-Toshi, semblent également exercer une forte attraction. Mais en même temps, la Den-Toshi, elle est incroyable. Genre, il faut le dire, il n'y a aucune gare à jeter sur la Den-Toshi. Pour la plupart des personnes interrogées, le critère le plus important dans le choix d'une ligne de train est sa fréquentation. Très bon point. Cela peut sembler contradictoire avec les lignes les plus populaires, mais il est probablement plus juste de dire qu'elles recherchent une moindre affluence que sur les autres lignes desservant le centre-ville. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la Yamanote en top 1. Surtout c'est la parce que, alors, on va dire un truc. Ils ont mis la Chuo et la Yamanote en top 1 et 2 là, alors que ils parlent au début de justement ces images qu'on voit de gars de la gare qui poussent les gens dans le train. Vous pensez que c'est quelle ligne ça ? Bah c'est la Chuo et la Yamanote. C'est celle-là qu'on voit le plus souvent dans les images où on voit les gens qui poussent parce qu'il y a trop de gens dedans. C'est Yamanote Chuo Line. La Chuo, à chaque fois, elles sont blindées. Genre Fanny, à l'époque, quand elle travaillait ici au Japon, elle devait prendre la Chuo pour aller travailler. À chaque fois, elle passait 1 heure debout parce qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle est chiante, cette ligne, vraiment. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis aussi haut dans le classement. Enfin bon, parmi les autres priorités majeures, on peut citer transfert facile vers d'autres lignes, bien entendu, services ferroviaires fréquents, accès facile au centre de Tokyo, nombreuses infrastructures commerciales. En comparant ces réponses aux lignes de transport les plus populaires pour y vivre, il paraît clairement que la ligne Yamanote répond presque à tous ces critères. Non ! Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes la citent comme leur choix numéro 1.
Grâce à sa fréquence élevée, son service de nuit, le quotidien est grandement facilité. Bah écoutez, je suis pas d'accord avec ce classement. Voilà, je le dis. Je ne suis pas d'accord. En pensant au parc et aux zoos de Ueno, ils ont rendu le panda à la Chine, il n'y en aura plus pour un petit... Bon, en même temps, alors s'il y a bien un truc que je ne conseille pas aux gens, c'est le zoo de Ueno. Je pense que c'est un des pires zoos que j'ai visité de ma vie. Déjà, le principe du zoo, c'est quelque chose, mais le zoo de Ueno, vraiment, moi, j'ai pas kiffé. Le fameux panda, au moment où le panda, il a eu un bébé, tout le monde était venu voir le bébé panda. La personne avec qui j'étais à cette époque-là en couple voulait absolument y aller, on y est allé. Tout ce que j'ai vu, c'est 2 pandas rouler dans leur caca, plein de caca, avec des gens qui étaient devant pour les prendre en photo de tous les côtés. Et j'étais en mode, mais qui veut ça pour un animal, quoi? Enfin, vraiment, j'ai vraiment pas kiffé. Donc le zoo de Ueno, vraiment, je vous le conseille pas. Vraiment, je vous le conseille pas. Il y a d'autres endroits qui sont plus éthiques. Celui-ci, vraiment, moi, j'ai trouvé que... Puis même pour les autres animaux, là, je parle du panda, mais même pour les autres animaux, il y a vraiment des animaux, tu te dis, waouh, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou. Oui, réserve naturelle, largement au-dessus des eaux, oui, bien entendu. Donc, ouais, non, le zoo de Ueno, pour moi, c'est un gros no. C'est un no-go total. Oh non, il est plus que restreint. Il est plus que restreint. Genre quand tu vois la cage même des autres animaux, c'est... Oh. Enfin vraiment, j'ai pas kiffé. J'ai pas du tout passé un bon moment au zoo de Ueno. J'y suis allé qu'une fois et je me suis promis de pas y retourner. Donc. Traitement des animaux au Japon, ouais, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut trop... Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas assez cité parmi les choses justement qu'il faudrait changer au Japon, je suis d'accord. Mais donc voilà, pour ce premier article, voilà. Dites-moi un petit peu, où est-ce que vous, si jamais il y a des gens parmi vous qui ont envie d'habiter au Japon, vous iriez dans quel quartier de Tokyo, si c'est à Tokyo ou autre part? Mais admettons Tokyo pour rester un petit peu dans le thème, vous aimeriez habiter de quel côté par exemple? Nakameguro, ok. C'est un très bon quartier. Encore une fois, c'est juste cher, mais c'est un super quartier. Nippoli, intéressant. Nippoli, c'est tellement pas un endroit où moi j'aurais envie d'habiter. Mais je connais des gens qui habitent par là-bas. Et qui ont vite envie de déménager. Mais c'est quoi qui t'attire à Nippoli, par exemple? C'est intéressant. Kawashima, je vois. Setagaya, ouais, Setagaya, c'est top. Hein. Un peu hipster. Bah, en vrai, en vrai, si tu vas sur la... Si tu veux des quartiers un peu hipster, sur la Toyoko, va du côté de Yutenji. Sinon, sur la Inokashira, t'as... Ah putain. Shimokitazawa. En vrai, sur la Inokashira, t'as pas mal de petits quartiers qu'on pourrait considérer un peu hipster. Même le quartier de Kichijoji, c'est un quartier qui est très très hipster hein, pour le coup. Pas Ginza, ouais, non, Ginza. C'est clairement pas un endroit où t'as envie d'habiter, Ginza, tu vois. Kabukicho, lol. Très très lol. Shinokubo, oh, Shinokubo, rigolo. Shinokubo, quartier coréen. Coréen-chinois. Ikebukuro. Ikebukuro, c'est sympa. Ikebukuro, il y a une ambiance sympa. Il faut habiter du bon côté de la gare, mais il y a une ambiance sympa. Ikebukuro, t'as quand même une moitié... en fonction de quel côté de la gare tu sors, t'as une partie qui est gérée par la mafia chinoise, donc... mais oui, non, il y a des endroits très sympas à Ikebukuro. Saitama, ça dépend à quel point t'es profond dans Saitama ou pas. Si t'es à la limite de Saitama, ça peut être sympa. Si t'es trop profond, il faut vraiment pas avoir envie d'aller à Tokyo trop souvent. Quoi. Près du stade, le Arena, le Saitama Super Arena, le Tamahari, comme l'appellent les Japonais. Beaucoup de mafia sur Tokyo, n'empêche. Super Arena, ouais. Très sympa le Super Arena. J'ai fait plusieurs concerts là-bas. Enfin, j'ai été voir plusieurs concerts. Bon, allez, on passe à la suite. Parce que en parlant de concerts, je vous ai vu tout à l'heure discuter de Ado, par exemple.
qui est peut-être une artiste que vous connaissez, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais il y a une question qui se pose. Et cette question, c'est celle-ci, mesdames et messieurs. Comment expliquer le phénomène des chanteurs masqués japonais ? Oh ! Ne serait-ce pas là une très jolie question ? Parce qu'effectivement, vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité musicale japonaise, on a pas mal d'artistes récemment qui sont masqués. Des artistes qui refusent de montrer leur visage, qui préfèrent rester dans, comment on pourrait dire, dans l'anonymat en quelque sorte. Et donc il y a tout un article qui a été traité sur nippon.com de la part de Kyoko Koizumi. Et donc, on va se lire ça ensemble parce que je trouve que c'est très très intéressant. C'est parti. Les deux faces d'un masque. Depuis le début des années 2010, une vague d'artistes qui se voilent derrière des masques, des silhouettes ou des avatars animés s'est imposée dans l'industrie musicale japonaise. Connue sous le nom de Fukumen Shinga, donc Shinga c'est singer, ou chanteur masqué, des artistes tels qu'Ado ou encore le groupe Zutomayo ont accédé à la notoriété grâce à des plateformes en ligne comme YouTube, devenant de véritables stars tout en protégeant farouchement leur véritable identité. Les masques font partie de la culture et des arts du spectacle japonais depuis l'Antiquité. Les chanteurs masqués peuvent être vus comme une interprétation moderne d'une vieille tradition où l'expression et l'art s'imposent au désir d'anonymat dans un monde obsédé par les célébrités. Leur apparition avait été annoncée par le groupe pionnier de technopop Yellow Magic Orchestra dans son tube de 79, Behind the Mask, une chanson qui évoque le vide émotionnel tapi derrière les différents masques que les gens sont obligés de porter dans leur vie. Chantée à travers un vocodeur, un appareil qui mélange les sonorités vocales et instrumentales, les paroles du Britannique Chris Mother évoquent les deux faces d'un masque avec une tonalité robotique envoûtante. Le roi de la pop Michael Jackson avait poussé cette imagerie encore plus loin dans sa reprise pour laquelle, dans le clip publié après son décès, le masque était littéralement devenu la vedette. Différents visages. L'essor des chanteurs masqués a vraiment débuté à la fin des années 2010, avec une augmentation conséquente de leur nombre sur les plateformes en ligne. On y trouve Ado, dont le tube de 2020 Usewa est devenu un hymne reflétant les frustrations de la jeunesse d'aujourd'hui. Le chanteur, alors j'aime bien ils disent le, on ne sait pas, le chanteur Yama, le groupe Zutomayo, dont le seul membre un tant soit peu identifié est la vocaliste féminine, Akane. Les raisons invoquées pour garder leur identité secrète varient beaucoup d'un artiste à l'autre. Par exemple, les 4 membres du groupe précurseur Green Boys, Green, cachent leur visage depuis leur début en 2007 afin que leur carrière musicale n'interfère pas avec leur métier de dentiste. Je ne sais pas s'il y a des gens encore aujourd'hui qui connaissent le groupe Green. C'est incroyable où c'est 4 dentistes qui font de la musique à côté. Et ça fait partie des plus grands groupes de pop japonaise et j'adore leur travail. Et ma petite fierté personnelle, parce que vous le savez, j'aime parler de moi, ma petite fierté personnelle, c'est que le producteur de Green, c'est à la base un artiste qui évolue dans le milieu du métal, qui a travaillé par exemple avec Pay Money to My Pain, etc. Et c'est les gens de son groupe, et dont lui, avec qui on a travaillé à l'époque où moi j'avais mon groupe pour produire notre premier single. Voilà. Donc je suis très content de me dire que j'ai travaillé avec le frère d'ailleurs d'un des chanteurs. Hein. C'est le frère d'un des chanteurs qui est lui-même producteur et c'est avec lui qu'on a travaillé sur notre single à l'époque. Tout ça pour dire, je continue. Le mot masque se traduit en japonais soit par fukumen, soit par kamen. Mais les deux termes ne sont pas strictement parlés interchangeables. Le professeur Hiroshi Yoshioka de l'Université des Arts de Kyoto souligne que les Japonais disposent en réalité de 3 mots pour masque, en ajoutant à la liste masque emprunté à l'anglais. Yoshioka note que kamen peut évoquer une image occidentale ou gothique, alors que fukumen décrit le fait de cacher son identité dans un but précis. Le 3e terme, parfois utilisé, masque, désigne quant à lui un simple couvre-visage, comme ceux portés par le personnel médical ou par les personnes malades au Japon, donc le fameux masque qu'on a eu pendant le Covid, etc. Et dont la fonction première n'est pas le camouflage, mais la protection contre les éléments indésirables. Donc voilà, c'est les masques chirurgicaux ou ce genre de choses. Selon l'interprétation de Yoshioka, les chanteurs masqués japonais combinent les qualités des deux, kamen et fukumen. Dans le sens japonais, le kamen sert souvent à effacer l'émotion pour permettre une expression pure, comme le visage neutre des masques de non, qui, associé au mouvement stylisé des acteurs, transmet une palette d'émotions, ou alors les capuchons noirs portés par certains marionnettistes dans l'art traditionnel du bunraku,
Cela contraste avec le kamen de la tradition occidentale, comme les masques coquins arborés par la noblesse lors des bals masqués, qui offraient anonymat et liberté. Super intéressant, ils ont poussé la réflexion très loin. Il est important de distinguer les nuances culturelles japonaises et occidentales entre kamen et fukumen lorsque l'on étudie le problème ou le phénomène des chanteurs masqués nés sur Internet. Même si la J-pop est entrée dans des traditions musicales occidentales, oui et non, Ado, l'une des figures les plus emblématiques des chanteurs masqués, met en lumière le contexte traditionnel japonais de ce phénomène. À savoir que Ado, elle ne porte pas de masque. Ado, elle cache son visage, la plupart du temps elle est dans l'ombre, mais elle ne met pas de masque directement, comme Yama qui, Yel, pour le coup, porte un masque. Ado, on va faire un petit passage sur Ado, clin d'œil à la tradition, très intéressant. Ado a débuté en tant que... Ah, Utaite. Écrit comme ça, il faut l'écrire en kanji, parce que sinon c'est bizarre. Utaite. Un terme désignant les artistes qui reprennent des morceaux créés avec le logiciel de synthèse vocale Vocaloid. Je vous ai parlé plein de fois de à quel point la J-pop actuelle, ce sont des enfants des Vocaloid. Elle a rapidement connu un succès international avant de faire des tournées dans le monde entier depuis 2024. Avant son premier concert aux Philippines, elle déclarait au Manila Bulletin vouloir profiter de cet événement pour permettre au public mondial de découvrir la beauté de la culture et de la musique japonaise. Ado exprime une profonde appréciation pour la culture traditionnelle japonaise. Son nom de scène, qui désigne un personnage secondaire d'une pièce de théâtre, et son premier album intitulé Kyogen sont des références au théâtre comique classique japonais. Ces choix peuvent donc sembler un peu curieux pour une chanteuse masquée, entre parenthèses, parce qu'encore une fois, elle n'est pas masquée. Elle cache son identité, mais elle n'est pas masquée directement. Le Kyogen, contrairement au No, se joue une grande partie sans masque. Mais l'intention est claire. Il y a aussi sa prestation lors du célèbre programme musical de fin d'année Kohaku Uta Gassen sur NHK en 2023, où elle s'est présentée sous la forme d'une marionnette d'ombre sur la scène No du temple Higashi Honganji à Kyoto, dans une performance fusionnant culture vocaloïde et art du spectacle. Alors attendez, j'ai perdu... Oui, voilà. Il y a une chose à savoir sur Ado. Alors, je suis en contact, je travaille avec les producteurs d'Ado. J'ai jamais rencontré Ado directement, mais j'ai beaucoup eu l'occasion de discuter avec les gens qui sont très proches d'elle et les gens qui la produisent, littéralement. Donc, le producteur d'Ado, je le connais. Et lui, il me disait quelque chose de super intéressant sur Ado. C'est que une des raisons principales pour lesquelles Ado ne montre pas son visage, c'est aussi qu'elle souffre d'une anxiété sociale, mais énorme. Là, on parle pas de l'anxiété sociale en mode « ah, j'aime pas trop les doigts », non. Elle a une très forte anxiété sociale, elle n'arrive pas à être devant trop de gens. Et tu sais pas, tu vas peut-être croiser. Mais, et du coup, il m'expliquait, il disait par exemple, elle est incapable de... Elle a besoin d'être dans son monde pour chanter. Et par exemple, quand vous la voyez sur scène, vous avez déjà vu, je pense, des... Ah, attendez, je vais vous trouver une image. Alors, je vais vous trouver ça. Moi, je trouve ça ultra intéressant de comprendre... de comprendre un petit peu comment elle... Voilà, on va prendre ça... Je vais pas mettre le son, je vais juste vous montrer l'image. Voilà. Donc, Ado, la plupart du temps, quand elle fait des performances, elle est comme ça. Voilà. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, elle est toute seule enfermée dans sa petite cage. Ou alors, des fois, elle va être derrière des draps, etc., en mode ombre chinoise, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne, à part elle, n'a accès à cet endroit. Pour aller à cet endroit, elle passe par un petit tunnel où elle est toute seule. C'est-à-dire que si elle n'a pas ce sentiment d'être toute seule dans son monde, même les musiciens, même les gens qu'elle connaît, etc., il faut qu'ils soient à part, sinon elle est incapable de chanter. La voix ne sort même pas. Elle est à ce point-là d'avoir cette anxiété sociale. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir des gens autour d'elle, elle ne peut pas. Et c'est ça qui fait qu'elle elle a ce besoin d'être vraiment seule, en fait. Donc ça va très très loin. Et... Donc avant un concert, elle est dans une pièce, elle est toute seule. Avant de monter sur scène, elle traverse un couloir qu'elle est la seule à avoir accès. Elle monte, elle arrive sur scène, elle fait sa chanson, etc. Ou alors
son spectacle, son concert, elle repart et elle retourne toute seule dans une pièce. Elle a pas de contact direct avec les autres parce qu'elle a cette anxiété sociale et c'est déjà arrivé qu'ils essayent justement de ne pas passer par tout ça et elle en arrive à même pas être capable de chanter, à ne plus avoir de voix. Donc elle a vraiment besoin d'être vraiment toute seule. Donc ça va beaucoup plus loin que juste cacher son identité. Elle a vraiment ce besoin d'être dans son petit monde à elle. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. On continue. Avant de projeter sa silhouette lors de ses concerts, Ado se produisait déjà en ligne sous une forme virtuelle, publiant des chansons enregistrées à la maison, dans un style connu au Japon sous le nom de takuroku. Mais après son passage dans la J-pop mainstream, où on attend généralement des artistes qui montrent leur visage, elle a fait le choix inhabituel de rester anonyme. Au lieu de photos promotionnelles classiques, Ado utilise un avatar créé par l'illustrateur et directeur artistique Orihara pour façonner son image publique. En comparaison, Billie Eilish, qui a à peu près le même âge qu'Ado, et s'est fait également connaître par des enregistrements que l'on peut qualifier de takuroku dans sa chambre, se produit à visage découvert, montrant que l'anonymat n'est pas la norme mondiale pour les artistes enregistrant chez eux. Après, je pense que là, ce que je viens de vous dire, la plupart des gens n'ont pas cette information. Ça, c'est l'information qui me vient directement du producteur de Ado. Cela soulève une question, le choix d'Ado ainsi que d'autres chanteurs masqués japonais de cacher leur visage trouvent-ils donc ses racines dans la culture traditionnelle japonaise ? Ils trouvent surtout ses racines dans une anxiété sociale très forte, en réalité. C'est pas le cas de tous les artistes, mais dans le cas d'Ado, c'est beaucoup le cas. Regard tourné vers l'intérieur. Le philosophe japonais Sakabe Megumi a décrit le rôle transformateur des masques dans la culture japonaise. Dans le No, les masques sont considérés comme l'omote. L'omote, c'est la façade extérieure, tandis que le visage sans masque, hitame, représente le ura. Le ura, c'est l'arrière, donc le vrai moi intérieur. Les deux faces alternant constamment. L'acteur de No Kato Shingo décrit le port du masque comme libérateur. Il explique que son champ de vision se rétrécit, que sa concentration s'aiguise et que toute gêne disparaît, lui permettant de jouer selon les élans de son cœur. Cette liberté ressentie par Kato et d'autres acteurs de No a été partagée par beaucoup durant la pandémie, quand le port du masque était obligatoire. Ah oui, ils vont loin dans leur analyse. Les enfants s'y étaient tellement habitués qu'ils ont développé une dépendance au masque et une fois la pandémie apaisée, ils ont commencé à se sentir anxieux à l'idée de montrer leur visage nu, un phénomène que Kato dit comprendre parfaitement. Alors moi je sais qu'un truc qui s'est beaucoup passé, c'est que le fait de porter un masque tout le temps, par exemple pour les femmes, elles avaient plus besoin de se maquiller. Et du coup c'était devenu quelque chose d'assez pratique pour elles. Parce qu'elles avaient plus ce besoin de forcément se maquiller tout le temps, etc. Le fait de porter un masque, ça permet aussi de passer outre tout ça. Et quand il n'y a plus ce besoin, après Covid, de porter le masque, elles ont un petit peu perdu cette facilité-là. Et du coup, il y a un petit peu cette nostalgie de quand on pouvait tout porter le masque tout le temps. Tu vois. Dans l'ensemble, cela suggère qu'au Japon, les masques servent moins à projeter une persona extérieure qu'à créer un mécanisme pour se tourner vers l'intérieur. Paradoxalement, cette focalisation sur le moi intérieur mène à une expression plus libre et plus riche, comme dans le No où intérieur et extérieur se chevauchent de manière subtile. Les chanteurs masqués naviguent habilement cet espace intermédiaire pour révéler leur ura, leur vrai moi. Le masque les protège aussi d'une curiosité intrusive du public, permettant aux fans de se concentrer sur la musique, les performances et l'expression individuelle. Ils vont vraiment très loin. Je pensais pas que j'avais pas lu l'analyse, mais je pensais pas qu'ils allaient aussi loin dans. Genre, on a vraiment quitté presque le phénomène justement des chanteurs masqués pour aller vraiment très très loin dans le masque et ce qu'il représente dans la culture japonaise. C'est super intéressant, mais je m'attendais pas à ce que ça prenne cet angle-là. Dans une interview accordée en mars 2024 au quotidien britannique The Guardian, Ado déclarait que son objectif lors des concerts était d'obtenir une expression pure à travers le chant, l'éclairage et la projection de sa silhouette, reflétant son désir d'une appréciation de son art et de sa performance, sans que son public ne soit influencé par son apparence réelle. Faut-il voir le succès international d'Ado et d'autres chanteurs masqués comme une nouvelle floraison issue des graines plantées par YMO dans Behind the Mask? Donc YMO c'est Yellow Magic Orchestra, si je dis pas de bêtises. À chaque fois j'oublie leur blaze. Where are you? Where are you? Ouais, Yellow Magic Orchestra, c'est bien ça. En fait, il y en a plusieurs qui ont des blazes similaires. À chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Si c'est le cas, les chanteurs masqués japonais pourraient bien bouleverser l'industrie musicale mondiale en renversant l'idée reçue selon laquelle les artistes doivent montrer leur vrai visage, ce qui serait une prouesse remarquable. Après, encore une fois, au Japon, ça fait longtemps
fait longtemps qu'on a des artistes qui ne montrent pas leur visage. Comme on l'a dit, que ce soit Green ou... c'est pas nouveau. C'est vrai qu'on en a pas mal ces derniers temps grâce à ce que Internet permet, mais c'est pas quelque chose de 100% nouveau. C'est quelque chose qui, plus ou moins, existait au Japon, quoi. Vers Marseille-Aix, il n'y a pas grand-chose de ce type, malheureusement. C'est la semaine du Japon, il y a toute une série de films japonais. Où ça ? Où ça ? Un spectacle de nos au théâtre de Strasbourg. Trop bien ! Trop bien. C'est génial, ça. Mais donc voilà, pour cet article qui était, ma foi, très intéressant. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça parte sur un point culturel aussi travaillé. Mais en soi, c'était vraiment très intéressant, je trouve. Oui, des groupes anonymes, ça a souvent existé. Hein. Ça a souvent existé. Qu'est-ce que j'ai raté depuis le reportage ? Ouf ! T'as raté une discussion sur les meilleures lignes de train de Tokyo et sur l'article en question qu'on vient de terminer de lire sur les chanteurs masqués au Japon. Voilà. C'est vraiment cool. En vrai, ce petit site là, je sais pas si vous connaissez, nippon.com, je suis pas toujours 100% d'accord sur certains articles, mais il y en a que je trouve vraiment très intéressants. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur nippon.com si ça vous intéresse. Ils ont vraiment pas mal de choses. Regardez si je vous montre. Vite fait l'interface du site, voilà. Même sur l'actualité politique, etc. Il y a pas mal de choses qui sont traitées. Donc en vrai, je peux pas vous assurer la véracité du traitement des informations partout. Parce que ça m'est arrivé de voir des trucs où je n'étais pas forcément tout le temps d'accord, mais de manière très globale, je trouve le site super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Merci beaucoup Marion pour le partage. Et donc on passe à la dernière partie. Et là, forcément, vous me connaissez. Je ne peux pas faire une chronique de Mitsu sans vous parler des parcs et des Pokémon. Non mais c'est une dinguerie parce que j'ai vraiment l'impression que chaque semaine, quand je regarde ce qui se passe, il se passe toujours un truc avec un parc, avec les Pokémon ou avec les deux. Je peux pas passer à côté. Et donc là, écoutez, mesdames et messieurs, une nouvelle attraction interactive Pokémon arrive à Universal Studios Japan. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que Universal Studios Japan. Donc on y va, mesdames et messieurs, c'est parti. Ce projet de partenariat revitalisé débutera au Japon, puis s'étendra au parc Universal Studios d'autres pays. Allez ! En 2021, il a été annoncé que la franchise Pokémon débarquait à Universal Studios Japan. Pikachu et ses amis ne seraient pas présents tous les jours au parc d'attractions d'Osaka, mais feraient des apparitions ponctuelles sous forme de parades et de spectacles Pokémon. Donc voilà, on a pu voir Gengar, le meilleur Pokémon ectoplasme, pas forcément. Et donc voilà, il y a des petites activités comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ça ? J'en veux pas de ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça me gêne. Bon, c'est pas grave. Dans quelques semaines seulement, le tout premier parc d'attractions permanent dédié à Pokémon, le Poképark Kanto, ouvrira ses portes. D'ailleurs, j'ai eu mes billets. J'ai acheté mes billets pour le Poképark. Donc, je vous en ferai certainement une vidéo YouTube ou quelque chose, je vais voir. Mais voilà, dans 2 semaines, je crois, je vais aller visiter le parc Pokémon, mesdames et messieurs. GG, merci beaucoup. Donc voilà, je vous en ferai une petite vidéo pour vous dire un petit peu ce que ça donne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est éclaté au sol, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Écoutez, on verra ça ensemble. Mais donc, au lieu d'être un parc indépendant, le Poképark Kanto, qui propose des manèges, des boutiques et d'autres attractions sur le thème des Pokémon, est une section intégrée au parc d'attractions Yomiuri Lando. Donc Yomiuri Lando, si vous le savez, c'est le parc qui a pour thème tous les personnages du lore de Hello Kitty. Vous avez Hello Kitty, vous avez Kuromi-chan, Pom Pom Pudding, etc. Donc c'est un parc qui a pour thème tout cet univers-là. L'univers Saint-Lio, pour les gens qui connaissent. Cette section, donc là, le Poképark Kanto, ce sera dans le parc Yomiuri. Donc ce ne sera pas un parc tout seul, ce n'est pas juste le parc Pokémon, c'est une section du parc Yomiuri qui sera destinée à Pokémon. Cette section devrait d'ailleurs attirer suffisamment de visiteurs, même ceux qui ne s'intéressent pas aux autres zones de Yomiuri. Je pense qu'il y a des gens qui vont y aller uniquement pour Pokémon, c'est sûr et certain.
Voilà donc la fin du partenariat entre Pokémon et Universal Studios, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien non, mesdames et messieurs. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Avec ces centaines et ces centaines de créatures adorables et sympathiques, on oublie parfois à quel point la franchise Pokémon est puissante, suffisamment pour entretenir des collaborations avec des concurrents. Alors même que Yomiuri Land fait monter la pression en vue de l'ouverture du Poképark Kanto le 5 février, Universal Studios Japan vient d'annoncer qu'elle renforce son partenariat avec The Pokémon Company et développe actuellement de nouvelles expériences encore plus immersives. Donc là, on a deux parcs. On a Yomiuri d'un côté et Universal Studios qui sont en train de se fight à base de Pokémon, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est pas incroyable? On fait face à un des plus gros combats de Pokémon IRL, mesdames et messieurs. Universal face à Sanrio, c'est génial. J'aime ce monde. Fort de nos précédentes collaborations avec The Pokémon Company, nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre projet visant à créer des expériences Pokémon d'une interactivité sans précédent, déclare Universal Studios Japan. Incroyable. L'interactivité est un point crucial, car elle sous-entend que le projet va bien au-delà du simple divertissement passif consistant à regarder des Pokémon défiler dans une rue fermée à la circulation ou danser sur une scène à l'écart des visiteurs. Ils mettent des petites balles quand même. Hein. C'est vrai, Pokémon là, Pokémon Park là. Ouais, il y a des Pokémon qui bougent pas là. Nous, on va te faire un truc, tu vas voir mon pote là. Universal là. Let's go, hein. Je sais pas pourquoi je les imagine parler comme ça. Elle crée également intentionnellement ou non un contraste avec la zone forêt de Pokémon du Poképark Kanto, qui semble être un espace de promenade et d'exploration en pleine nature, agrémenté de statues de Pokémon, où le plaisir réside davantage dans l'observation des Pokémon que dans l'interaction directe avec eux. Ça, c'est vrai que c'est, on peut le voir d'ailleurs, hein, si on va sur le site de Poképark Kanto, c'est un des reproches qui est fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient du premier vrai gros parc Pokémon à ce que ce soit un truc avec des grosses attractions Pokémon, tout ça. Et c'est vrai que globalement, quand tu vas sur le site aujourd'hui et que tu regardes un petit peu ce qui est proposé, donc vous avez ce qu'ils appellent le Pokémon Forest, qui est donc, voilà, comme on peut voir des petites images ici, c'est plutôt une espèce de petits parcs. D'ailleurs, vous verrez, j'ai une vidéo parce que la presse a déjà pu aller au parc. Donc, on a les vidéos du parc. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc, voilà, c'est plus un endroit où on se balade et il y a des Pokémon, des statues de Pokémon dans la nature, en gros. Ensuite, vous avez donc ici donc, le Kayatsuri Town, donc Bourg-Palette, quoi, en gros, hein, avec le Pokémon Center, avec le petit shop. Vous avez des petites attractions vite fait, donc c'est des petits manèges, tout ça. Donc voilà, c'est pas un truc énorme. Comme on peut le voir, voilà, ça c'est la map. Donc vous avez en gros, juste ici, hop, on va grossir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc vous avez cette partie-là qui est donc la partie avec les petits shops. Vous avez un petit manège, deux petits manèges Pikachu, Pokémon, etc. Et ensuite vous avez toute cette partie-là. Ça c'est la partie qu'ils ont appelée la forêt Pokémon, où en gros c'est une plus ou moins longue promenade dans laquelle vous allez voir des Pokémon. Voilà. Donc c'est sympa. Mais c'est pas... si on s'attend à des grosses attractions Pokémon, c'est pas ça que vous allez retrouver dans le Poképark Kanto. Voilà. Et je vais vous montrer juste après les petites images. On va d'abord finir de lire l'article. Voilà, aucun détail n'a été révélé concernant le partenariat renouvelé entre Pokémon et Universal Studios Japan, mais les entreprises ont indiqué que si les nouvelles attractions feront leur début à Universal Studios Japan, elles seront ensuite déployées dans les parcs à thème Universal Studios situés en dehors du Japon. Donc là actuellement Universal Studios, on a quoi? On a celui de Los Angeles, on en a où? Il n'y en a pas un qu'ils ont prévu d'ouvrir à Londres, si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils ont prévu d'ouvrir un Universal à Londres, ou en tout cas en Angleterre. Dites-moi si je me trompe. C'est pour les Pichou, à mon avis, comme Land. En vrai, Pokémon, c'est tellement vaste aujourd'hui. En fait, ça touche toutes les générations Pokémon. Donc, ça peut être pour les Pichou. Et non, parce que d'ailleurs, gros point négatif, on va revenir dessus. Gros point négatif, la forêt Pokémon n'est pas autorisée pour les enfants trop jeunes, je crois, en dessous de 5 ans ou en dessous de 6 ans. Et autre gros point négatif, la forêt Pokémon n'est pas accessible, je crois, aux personnes en fauteuil, etc. Elle n'est pas praticable parce que c'est un chemin comme un chemin de randonnée, ce qui fait que y a plein de... Enfin, c'est pas full praticable. Donc ça, c'est un truc qui a pas mal fait parler récemment, le fait que tout ne serait pas praticable dans la forêt Pokémon. À Berlin, il y a un énorme parc d'attractions à l'abandon, ok.
On en a un en Europe qui arrive. Ouais, c'est bien ça. Et je crois que c'est en Angleterre qu'ils ont prévu de le faire. Bonjour Mitsu, bonjour le chat. Salut, salut. Salut à tous. Si on revient, alors si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Les enfants en dessous de 5 ans, ce qu'on peut voir ici. En dessous de 5 ans, les enfants ne peuvent pas venir... Ouais, voilà. Même accompagné d'un parent, un enfant de moins de 5 ans ne peut pas venir dans la forêt Pokémon. Je trouve ça un peu dommage, en vrai. Est-ce qu'ils partent du principe qu'un enfant de moins de 5 ans, il risque d'être en poussette, et comme c'est peu praticable, du coup, il faut que... Je sais pas. Mais je trouve ça un peu dommage, parce que ça veut dire que nous, on va pas pouvoir emmener la petite, par exemple. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, une fois que j'irai là-bas, peut-être que je vais comprendre le pourquoi du comment. Peut-être qu'il y a une vraie raison où je me dis, ok, c'est vrai qu'un enfant ici, ça passerait pas. Mais cette restriction aux enfants de moins de 5 ans, je la comprends pas. Et après, l'autre restriction, c'est encore une fois pour les personnes en fauteuil roulant, etc. Après, si vraiment ils ont voulu en faire une grosse balade et que c'est pas praticable parce que ça fait en mode randonnée, tout ça, je comprends et en même temps, je trouve ça un peu dommage de pas avoir trouvé une manière de pouvoir inclure un peu tout le monde. Mais bon. Et donc, pour vous montrer les petites images du parc, tac, nous avons cette petite vidéo du Yomiuri Shimbun, donc un des journaux les plus connus du Japon, le Yomiuri, qui a donc fait cette petite vidéo reportage pour montrer un petit peu à quoi ressemble le parc. Donc je vous laisse découvrir ça en exclusivité avec moi. C'est parti. Donc là, c'est la fameuse forêt Pokémon. Donc là, ouais, vraiment, on est sur... Là, il y a toute une promenade. En vrai, il faut voir à quel point c'est immersif ou pas. Moi, je pense que c'est là-dessus que ça va jouer surtout, c'est sur l'immersion. À quel point la promenade, vraiment, t'es... Je pense qu'il va y avoir un petit côté Pokémon Snap. Vous voyez, ce côté où oh putain, regarde là-haut, il y a un Pokémon de caché, ou tu sais, genre le petit Pokémon qui se cache derrière un arbre ou derrière une feuille. Ou, je pense qu'il peut y avoir ce petit côté Pokémon Snap qui peut être sympa à la limite. Je pense que oui. Minnie, elle aimerait beaucoup, ouais, ça c'est sûr. Ouais, en hiver, ça donne moins envie du coup, ouais, forcément. Après, ça ouvre le 5 février. Donc on va avoir à peu près ça comme temps, tu vois. Donc, quand ce sera, effectivement, quand ce sera vraiment avec les... Genre j'imagine au printemps, avec les fleurs, avec les feuilles qui poussent et tout, je pense que ce sera beaucoup plus joli. Ouais, l'entretien de ouf, de ouf. Ah, ça c'est rigolo, ça c'est mignon. Ça c'est sympa, tu vois, ça c'est sympa. Ce petit côté comme ça là. C'est quoi, c'est Rhinophéros ça? Comment il s'appelle celui-là? C'est pas Rhinophéros, je crois. Là voilà, typiquement les racailloux qui se cachent et tout. Dommage de pas avoir réussi à cacher ça là. La petite barre qui les tient là. Dommage de pas l'avoir mieux caché. Mais... En vrai, le seul truc que je trouve dommage, je comprends qu'ils aient pas fait ça. J'aurais bien aimé que ce soit, pour certains au moins, pas tous, mais pour certains que ce soit des animatroniques par exemple. Tu vois, le petit côté animatronique où t'en as certains qui vont bouger, etc. Ça aurait été encore plus sympa, je pense. Est-ce que le côté enfant, ils ont pas peur qu'il y ait des enfants qui essayent d'aller toucher les Pokémon dans l'herbe, etc. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'animatronics, on est d'accord. Hein. Peut-être qu'ils vont rajouter après, je sais pas. Donc là, on arrive sur la zone principale avec l'espèce de bourg-palette. Les petits magasins en forme de shop et de...
Take my money. Ça manque de verdure. Ouais, bah encore une fois, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Je pense que euh, à partir du printemps jusqu'à l'automne, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment joli, quoi. Oh, c'est mignon. Voilà, donc là, on a le petit carrousel. Voilà. Les deux seules attractions véritables, c'est cette attraction Pikachu et le carrousel de tout à l'heure, pour le moment en tout cas. Oh, le Carabaf avec les petits carapuces là. Et bien entendu, il y a les fameuses parades. On pouvait pas, voilà, on peut pas faire un parc sans une parade. Donc je crois qu'il y a deux spectacles. Il y a la parade extérieure et il y a un spectacle intérieur, je crois. Alors là c'est une version qui a été faite uniquement pour les journalistes. Il faudra voir ce que ça va donner quand ce sera avec le public. Est-ce que ça vous donne envie ou pas, les gens ? Je veux avoir un peu votre niveau de hype. Est-ce que vous êtes à hype de 1 à 10 ? De 1 à 10, vous êtes à quel niveau à peu près ? Et donc là, c'est le Pikachu Sparks, donc le spectacle Pikachu. Ah, celui-là, il est incroyable. Punaise, un peu loin. C'est le truc le plus japonais ever, c'est pas faux. C'est pas faux. Genre le Pikachu DJ et tout. C'est vraiment très très japonais quand même, c'est vrai. Et donc là, c'est un gros shop de goodies Pokémon. En vrai, il y a moyen d'éclater son portefeuille. Oh là 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 là, il y en a tellement que j'irai choper là. Il y en a tellement que j'irai choper là-dedans. Oh là 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 là. Je vais repartir, mais je vais repartir des trous dans les poches. Moi, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comme quoi, n'empêche, hein, je suis désolé, hein. La première génération, on va dire les 2 et 3 premières générations, mais surtout la première, elles éclatent quand même les autres parce qu'elles survivent, quoi. Elles survivent. Elles sont toujours là. Comme quoi on n'a pas fait mieux quand même, hein. Mais donc voilà, mesdames et messieurs. Alors on va revenir vite fait rapidement sur le site parce qu'il y a des gens donc, qui m'ont posé des questions par rapport, excusez-moi, par rapport au parc en lui-même. Donc on va vite fait essayer d'y répondre ensemble. Alors déjà par rapport au prix du billet. Alors est-ce que là je peux voir en direct ou pas ? Je me rappelle plus combien je les ai payés. Mais... Est-ce que je peux voir ? Ah oui, voilà. Alors ça, voilà, la dernière fois, là je vous montre. Ceci, c'est l'écran d'attente pour pouvoir arriver sur l'écran pour pouvoir s'acheter un billet. Là, il y a 11 minutes d'attente. À votre avis, mesdames et messieurs, j'ai attendu combien de temps la dernière fois ? Donnez un chiffre. Donnez un chiffre, combien de minutes j'ai dû attendre pour pouvoir m'acheter mon billet ? 3 heures, 2 heures, 1h38, 11 heures. Oh, il faut peut-être pas abuser quand même, 8 heures. Quand je suis arrivé sur la page, c'était 460 minutes. Ça va ou 460 minutes. Autant vous dire que j'ai mis la page sur le côté et que j'ai attendu.
Enfin, j'ai fait ma life et j'ai attendu et puis j'ai fini par pouvoir me connecter. Mais vraiment, ça se jouait à qui va abandonner en premier, tu vois. Donc 460 minutes. Mais j'ai réussi à me connecter, j'ai réussi à m'acheter mon billet. Est-ce qu'il y a moyen de voir le prix du billet Ticket Joho. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les informations sur le billet juste combien ça coûte Ça coûtait aussi cher Attends, j'ai l'impression que c'est plus cher que... Torenapa, Celito... Lequel j'ai acheté, moi? Je crois que j'ai acheté le trainer. C'est-à-dire que t'as... En fait... Ah, attendez, je vais vous le mettre en français, si ça peut traduire. Voilà. Donc en gros, vous avez le pass ville. Donc le pass ville, c'est uniquement la ville qu'on a vue tout à l'heure, donc sans la forêt. Vous avez le pass entraîneur où vous avez accès aussi à la forêt. Et le pass élite vous permet d'accéder à la forêt, à la ville, sans créneau horaire précis. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, quand vous êtes entraîneur, l'heure à laquelle vous pouvez aller dans la forêt Pokémon, elle est délimitée. Donc c'est 7900 yens, donc en euros actuels, on est à un peu plus de 40 euros. Attendez, est-ce que je peux... On est à 43 euros. Voilà. 43 euros le billet pour avoir accès à la partie Pokémon, encore une fois, du parc. Pas sûr que ça vaille le coup, ça dépend. Ça dépend à quel point tu attends la chose ou pas, tu vois. Le pire, c'est celui-là. Moi, celui-là, je le comprends pas, tu vois. 14 000. 14 000, là, on est à 75 euros presque. Ah, si tu mets... Ouais, c'est ça. On est à 76 euros, tu vois. Et encore 76 euros parce qu'en ce moment, le yen est très bas. En pouvoir d'achat japonais, on est à presque 120 balles. Hein. 120 balles, je t'avoue que ouais, non. Là, moi, je l'ai fait parce que la beauté du truc, parce que Pokémon et parce que je vais sûrement en faire une vidéo. Donc, je vais pouvoir à minima rentabiliser un peu mon billet. Mais j'ai acheté un billet pour moi, un billet pour Fanny. Donc là, moi, j'en ai eu pour allez, 150 balles, on va dire. Mais je vais pouvoir à peu près les rentabiliser. Mais c'est vrai que c'est un peu cher, ouais. Non, tu peux acheter juste ce pass-là sans acheter forcément un pass pour le reste du parc. Donc moi, j'ai mon billet pour le... Alors attendez, je vais vous dire. Comme ça, il y a peut-être des gens qui vont me snipe le jour J. Moi, mon billet, je l'ai eu pour le... Où est-ce que c'est? Je crois que c'est le 13, et j'ai oublié de le mettre dans mon calendrier, je crois que c'est le 13 février. Donc une semaine après l'ouverture. Je pouvais pas avant. Parce que quand je suis arrivé, c'était déjà full booké de partout. Donc j'ai réussi quand même à choper un ticket pour le 13. Existe-t-il un pass pour toutes les autres parties du parc? En fait, le reste du parc, tu vas sur le site Yomiuri. Mais vraiment, le ticket Poképark Kanto, c'est à part, du coup. Voilà. La veille de la Saint-Valentin, c'est ça. Ce sera notre Saint-Valentin, Fanny et moi. Mais donc voilà pour le parc Pokémon Kanto. Je vous en donnerai plus de nouvelles quand j'y serai allé, forcément. Hâte d'avoir ton retour. Bah écoute, hâte de vous le donner.